Les promoteurs immobiliers ont la lourde responsabilité de mettre à la disposition des populations des logements décents, mais hélas, qui ne sont pas à la portée de tous. Car il faut le dire, en Côte d'Ivoire, le logement, il coûte cher. Comment sommes-nous arrivés là? Quel est l'accompagnement des banques et quelles sont les attentes des populations et des promoteurs immobiliers vis-à-vis de l'État? Mesdames et messieurs, bienvenue. Habitat la Une, voici le sommaire. Soucieux du bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de logement qui vise à permettre à chaque Ivoirien de disposer d'un toit. Mais accéder à un logement n'est pas à la bouche de tous, tant les coûts des maisons de différents standings sont jugés excessifs. Mais qu'est-ce qui peut justifier ces coûts élevés de logement? Que peuvent faire les banques et l'État pour faciliter l'accès au logement au plus grand nombre? Notre reportage nous donnera les réponses à ces interrogations. Au regard des solutions proposées pour lutter contre les problèmes d'ordre climatique, il faut noter la construction durable. Mais que signifie-t-elle? Quels sont ses principes? Notre expert, à travers l'œil de l'architecte, nous donnera toutes les informations à savoir à propos de ce sujet. Conçus pour indiquer l'heure, les horloges peuvent devenir des objets décoratifs à même de capter l'attention. Suivons Bienvenue chez moi pour savoir ce qu'on peut faire des horloges quand nous parlons décoration. Couvrir sa maison fait appel à des matériaux particuliers qui prennent en compte le respect de l'environnement et de la sécurité. Les bons plans nous donneront toutes les astuces et conseils sur un matériau très utilisé en Côte d'Ivoire pour le recouvrement des toitures, à savoir la plaque ondulée en fibrociment. Soleil, Star, Émeraude ou même Victoire, autant de noms de promotions immobilières qui offrent aux Ivoiriens des logements de différents standings, mais pourtant jugés très élevés par le citoyen moyen. Notre reportage lève le voile sur le sujet. Ce qui peut expliquer les coûts élevés des logements en Côte d'Ivoire, c'est d'abord la cherté du matériel de construction, dans un premier temps, et ensuite le coût élevé de la main-d'œuvre qualifiée pour la bâtisse de construction. Ce qui explique le coût élevé des logements en Côte d'Ivoire est que les promoteurs immobiliers achètent les terrains à des coûts exorbitants. Pour ce fait, ils sont obligés d'augmenter pour rentrer dans leurs fonds. Le coût élevé des logements en Côte d'Ivoire s'explique par le fait que les promoteurs immobiliers achètent les terrains sur lesquels ils construisent les maisons à des coûts vraiment élevés. Et un promoteur immobilier qui s'est promis certainement d'amortir ses fonds sur 5 ans est obligé de lever le coût des maisons qu'il met en location pour pouvoir rentrer dans ses fonds le plus vite possible. Ceux qui construisent les maisons achètent les terrains chers. Du coup, les maisons seront chères. Ce que l'État doit faire pour faire baisser les prix d'achat des terrains villageois, c'est d'abord d'avoir un accès facile au titre foncier. Ensuite, ils doivent également aider les villageois à mieux se structurer, à mieux s'organiser en communauté pour pouvoir gérer tout ce qui est titre foncier, tout ce qui est taxes rurales, tout ce qui est impôts. Parce que c'est ces deux points, les taxes et l'impôt foncier, font que les terrains sont un prix vraiment très cher. L'État doit baisser les taxes sur l'aménageur foncier et sur les taxes notariées. Pour faire baisser le coût élevé des terrains en Côte d'Ivoire, l'État doit donner un coût unitaire du mètre carré de terrain en Côte d'Ivoire. Selon moi, si l'État peut contrôler le prix des terrains, je pense que les terrains seront moins chers et les maisons aussi seront moins chères. L'une des choses que les banques vous demandent dans un premier temps, c'est d'avoir un revenu fiable. Ce qui pourra garantir le crédit que l'on vous octroie lorsque vous avez un besoin. L'intervention des promoteurs privés sur le marché de l'immobilier aux côtés de l'État a permis la construction de plusieurs logements de différents standings organisés en cité et présents sur tout le district d'Abidjan et aussi dans les villes de l'intérieur. Mais accéder ou être propriétaire d'une maison n'est pas toujours à la portée du grand nombre parce que jugé excessivement cher pour le citoyen lambda. Un tour d'horizon rapide relève quelques éléments d'information qui pourraient expliquer, selon les promoteurs immobiliers, les difficultés qu'ils rencontrent déjà dans l'acquisition de parcelles pour démarrer leurs projets. Au niveau de l'acquisition des terrains, les difficultés sont de deux ordres. La première difficulté réside dans le fait que souvent les terrains ne sont pas immatriculés au niveau du cadastre. On les appelle terrains de droit coutumier. Pour l'acquisition, le notaire ne peut pas nous aider. Il faut procéder par acquisition avec les propriétaires et aller voir la chefferie pour signer des conventions et faire en sorte après d'aller au niveau de l'État pour faire nos documents administratifs.
quand il s'agit de ce genre d'acquisition, les difficultés qui peuvent survenir, c'est qu'il y a des contestations au niveau des propriétaires qui nous ont vendu le terrain, ou bien au niveau du village, il y a des problèmes de limites. Quand on n'est pas dans ce ordre-là, quand on a déjà un terrain qui est immatriculé, on a des difficultés au niveau du coût, parce que les terrains immatriculés en Côte d'Ivoire coûtent excessivement cher. En principe, dans le Grand Abidjan, l'État a fixé le coût de la purge des droits coutumiers, qui s'élève environ à 2000 francs du mètre carré pour le terrain non viabilisé à Abidjan et sa banlieue. Mais nous sommes confrontés à des difficultés compte tenu de la rareté de l'assiette foncière et puis l'État qui a mis en place des dispositions mais n'arrive pas à créer un cadre d'encadrement. Donc le promoteur va affronter directement les propriétaires de droits coutumiers. Et en ce moment, il s'avère qu'il y a une spéculation disproportionnée sur les coûts de cession. Donc 2000 francs que l'État a fixé comme prix, ce n'est pas respecté. Donc on va négocier des terrains, voire entre 10, 20 000, voire 30 000 francs du mètre carré, le terrain non viabilisé. Donc ça fait qu'il y a un véritable problème. Des 2 pièces ou 3 pièces en passant par les 4 et 5 pièces, le constat qui se dégage est qu'elles ont toutes doublé voire triplé sur le marché. À ce niveau, il faut savoir que le secteur de l'immobilier fait appel à plusieurs intrants venant parfois de l'extérieur du pays, influençant pour beaucoup les prix des maisons. Pour fixer le coût d'un logement, comme on a dit, il y a déjà le coût du terrain. Ensuite, il y a le coût des différents intrants qui rentrent dans la construction, les briques, le ciment, le fer. Et certains de ces intrants sont importés, on va dire. Le coût du fer dépend de la fluctuation au niveau des pays qui exportent le fer, donc dépend du coût du dollar. Au niveau du ciment, on est confronté souvent en Côte d'Ivoire à des pénuries parce qu'il n'y a pas beaucoup de cimenteries en Côte d'Ivoire. Les cimenteries qui sont en place n'arrivent pas à satisfaire toute la demande. Donc voici les éléments qui rentrent dans la constitution du coût. Et ce qui est encore plus lourd pour nous, c'est la viabilisation. Parce que depuis un certain moment, l'État ne possède plus la viabilisation des sites qui doivent être construits. C'est le promoteur immobilier qui fait la viabilisation des sites. Et donc ces coûts-là reviennent c'est très élevé pour nous. Il faut faire venir l'eau, il faut faire venir l'électricité souvent de très loin. Il faut faire l'assainissement du site. Souvent, le réseau d'assainissement urbain n'arrive pas jusqu'à ces zones-là, puisque aujourd'hui, pour les promoteurs, nous allons dans des zones un peu reculées du centre-ville. Donc c'est très difficile et c'est très coûteux. Un terrain que vous allez négocier autour de 10 000 francs le terrain non viabilisé, pour faire une opération de 100 logements, nous allons aller chercher 5 hectares. 5 hectares, c'est 50 000 mètres carrés. À 10 000 francs du mètre carré, le terrain seul vous coûte 5 milliards. Vous êtes d'accord? Vous devrez le viabiliser. La viabilisation tourne autour de 5 millions par logement. Si vous faites 100 logements, il faut 500 millions pour viabiliser ce terrain. Vous allez faire la construction. Selon le type de logement, social ou économique, il y a un coût au mètre carré qui oscille entre 200 000 francs du mètre carré. Faites l'addition. Vous voyez que lorsqu'on additionne le coût du terrain, la viabilisation, le coût de construction, les frais financiers, parce que le promoteur va emprunter autour de 8 à 10% auprès des banques. Donc vous mettez ça, et c'est ce qui permet de dégager une marge. N'étant pas philanthrope, il mène une activité, on a des salariés, il y a des frais marketing et les frais de commercialisation. Venez ajouter ça au coût. Vous voyez que lorsqu'on ajoute, on se met à un coût de construction qui oscille autour de 150 000 francs du mètre carré. Donc pour faire une maison de 100 mètres carrés, vous avez besoin d'investir 15 millions de francs. Et aller chercher une marge pour le promoteur qui oscille autour de 15-20%. Voilà comment on forme le coût du logement. La question des coûts des maisons en Côte d'Ivoire reste un sujet préoccupant au plus haut niveau. Loger le plus grand nombre de populations, quel que soit leur revenu, tel est l'objectif de l'État à travers les programmes de logements sociaux. Il faut aussi savoir que construire ou devenir propriétaire d'un logement demande d'importantes ressources financières à mobiliser auprès des banques. Mais quel est le rôle joué par les banques dans le processus? Et que peut faire l'État pour accompagner les promoteurs immobiliers, les populations et surtout encadrer au plan juridique toutes les transactions immobilières? Les banques elles-mêmes sont soumises à des conditions. Voilà. Ce sont des règles qui sont établies par la Banque centrale, la BCEAO. Les banques doivent respecter un ratio prudentiel qui tourne autour de 20%. Elles ne peuvent pas prêter plus de 20%
de leurs fonds propres à long terme. Le financement de l'habitat, 10 ans, c'est du long terme dans les économies africaines. Donc vous voyez que c'est 20% de leurs fonds propres qu'elles peuvent allouer au logement. L'État a essayé de mettre un fonds qu'on appelle le compte de mobilisation de l'habitat, le CDMH, pour permettre aux banques d'aller se refinancer dans ce fonds. Mais ce fonds, il est alimenté par la fiscalité. Les ressources ne sont pas énormes, ça ne peut pas financer beaucoup de logements. Les banques n'ont pas de solution miracle. Voilà, la banque est une société commerciale, elle recueille des dépôts qu'elle transforme en crédit. Donc, c'est des gens qui viennent déposer de l'argent auprès de la banque qui demandent souvent à être rémunérés. La banque doit respecter certains critères de gestion. On ne peut pas donner de l'argent au premier venu. Donc, la banque établit ses critères en fonction des risques. Voilà pourquoi elle a estimé que quelqu'un qui a un salaire qui tourne autour de 300 000, quand on prend un tiers, c'est 100 000. Un tiers de 300 000. Donc, on suppose qu'on ne pourra pas lui donner plus de 100 000 pour pouvoir payer la maison. Donc, quand vous faites 100 000 multiplié par 10, ça fait 10 millions. Avec les taux d'intérêt, voilà que lui ne pourra payer qu'une maison autour de 15 millions. Mais compte tenu du coût du terrain qui est élevé, le coût des intrants qui sont élevés, on ne peut plus construire une maison à 15 millions si ce n'est pas bonifié par l'État. C'est ce qu'on appelle le logement conventionné. Ça veut dire que l'État doit mettre le terrain d'assiette à disposition du promoteur, l'État doit bonifier les VRD. Voilà ce que l'État fait à travers les logements sociaux. Pour la vente ou l'achat, c'est la même opération d'un bien immobilier. La loi prévoit plusieurs conditions, dont les plus importantes se situent d'abord au niveau du vendeur. Donc celui qui veut vendre un bien immobilier doit en être propriétaire, comme dans tout contrat de vente. Concernant le bien immobilier, le titre de propriété, aujourd'hui, si c'est un bien du domaine foncier urbain, ça doit être un arrêté de concession définitive. Parce que c'est ce titre-là qui fait de celui qui veut vendre le propriétaire définitif. Si c'est un bien du domaine foncier rural, il faut un certificat foncier. Donc celui qui veut vendre doit en être le propriétaire. Étant entendu que l'État est propriétaire de tous les biens, donc lorsque c'est l'État qui vend, on ne peut pas exiger tous ces documents, mais lorsque celui qui veut vendre n'est pas l'État, il faut avoir un titre de propriété définitif. Celui qui veut acheter, lorsque c'est un bien du domaine urbain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut simplement être une personne physique ou une personne morale. Mais lorsque c'est un bien du domaine foncier rural, en ce moment-là, l'acheteur doit être ivoirien. Donc une personne physique de nationalité étrangère ne peut pas acheter un bien qui se trouve dans le domaine rural. Ensuite, quand l'acheteur et le vendeur réunissent toutes les conditions pour pouvoir le faire, il faut recourir à un notaire pour la rédaction du contrat de vente. Parce que toutes les transactions immobilières doivent obligatoirement, pour être valables, faire l'objet d'un acte notarié. Le contrat doit être rédigé par un notaire et signé par les parties qui y sont engagées. Et puis, il faut également toujours vérifier au niveau de la conservation foncière que celui qui veut vendre, donc qui est le propriétaire, est effectivement propriétaire et que son titre de propriété est inscrit au livre foncier. Et que ce bien-là, par exemple, ne fait pas l'objet d'une hypothèque. Parce que dans ce cas-là, le propriétaire ne pourrait pas le vendre. Donc voici, résumé, ce que la loi prévoit en matière d'acquisition d'un bien immobilier. En somme, pour juguler la crise du logement, il est proposé plusieurs solutions qui permettront, si elles sont appliquées, de mettre fin à la crise du logement et permettre ainsi à tout un chacun de disposer d'un toit. Notre objectif est de faire en sorte que maximum d'Ivoiriens, de personnes vivant sur ce territoire-là, puissent avoir un logement. C'est l'espérance de toute une vie, c'est l'espérance de chacun. Ce que l'État doit faire, c'est de créer un cadre idéal pour que justement les promoteurs immobiliers qui sont déjà professionnels dans le métier puissent s'approprier les terres à des coûts défiant toute concurrence. Si c'est fait, je pense que la problématique de l'immobilier sera réglée de moitié. On le dit toujours, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je pense que si on arrive à faire des réunions concertées où tous les professionnels en la matière viennent exposer les idées, on peut trouver une solution. Je ne dis pas qu'on va faire un nombre pléthorique de logements, mais on peut faire des logements socio-économiques pour les populations à revenus intermédiaires.
l'État fait toujours des efforts. Déjà, avoir la volonté même de produire les logements, c'est déjà une bonne idée. Donc, il faut que tout le monde converge vers là. Ça veut dire que l'État doit travailler avec des partenaires techniques locaux. On a de la ressource humaine, on a des personnes qui ont de l'intelligence nécessaire pour pouvoir réfléchir à un projet d'envergure. Il faut que l'État les associe pour qu'on essaie de faire développer le pays ensemble. C'est donc ensemble que nous pourrons conduire la Côte d'Ivoire vers un pays émergent, où avoir un logement ne constitue plus un souci, un casse-tête pour les populations. Nous allons encore parler pour la suite de la construction. Sachez que construire, c'est avant tout prendre en compte l'environnement. Alors on parle donc de construction durable. L'œil de l'architecte nous dira tout sur la construction durable et ses principes, et c'est maintenant. Qu'est-ce qu'une construction durable? La construction durable vise à réduire l'impact négatif d'un bâtiment sur son environnement. Elle permet aussi d'assurer une bonne qualité de vie des utilisateurs et des communautés riveraines. La construction durable s'appuie sur la notion de développement durable qui consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Quels sont les principes qui doivent être pris en compte dans la conception d'une construction durable? Les principes qui doivent guider la conception d'une construction durable sont la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de la consommation d'énergie d'un bâtiment est primordiale dans la mise en œuvre d'une construction durable. Pour parvenir à la bonne maîtrise de l'énergie, il faudra en premier lieu avoir une enveloppe thermique performante. En deuxième lieu, il faudra utiliser des matériaux qui assurent une bonne inertie thermique. Une bonne orientation du bâtiment permet aussi de réduire les déperditions énergétiques. Il s'agira entre autres d'avoir un ensoleillement maîtrisé. La présence de zones boisées, l'utilisation de vitrages performants, de persiennes, de brise-soleil ou de façades ventilées. Tous ces dispositifs permettent aussi de réduire les déperditions énergétiques. Enfin, la forme du bâtiment est aussi importante lorsque nous voulons réaliser une construction durable. En effet, un bâtiment présentant une surface extérieure étendue favorisera les déperditions énergétiques. Il faudra donc privilégier des formes plus compactes qui augmentent le rapport entre le volume des espaces intérieurs et la surface exposée aux intempéries, ce qui limitera les déperditions calorifiques. Quel est l'intérêt pour un maître d'ouvrage de réaliser une construction durable? L'intérêt pour un maître d'ouvrage, public ou privé, de réaliser une construction durable, c'est que la construction durable permet à ce maître d'ouvrage de faire beaucoup d'économies au niveau des charges liées au fonctionnement et à la maintenance du bâtiment. De façon pratique, ces économies seront observées sur les factures d'électricité et sur les factures liées à la consommation de l'eau dans le bâtiment. Nous allons maintenant faire notre petite pause, comme d'habitude, et vous rappeler tout ce que nous avons vu depuis le début de Habitat à la Une. Eh bien, nous avons parlé des promotions immobilières et en second lieu, nous avons planché sur la construction durable avec notre architecte pour aujourd'hui. Allez, nous revenons dans quelques secondes. Vous suivez Habitat à la Une sur RTI 1 et les horloges, parlons-en maintenant. Nous en avons chez nous à la maison, bien évidemment pour lire l'heure, mais il y en a qui deviennent de véritables éléments de décoration. Découvrons cela dans cette visite guidée et c'est un bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Je suis Annelle Conner de Victoire, décoratrice d'intérieur. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler des accessoires des décorations d'intérieur, plus précisément des horloges Mira 3D. Une horloge Mira 3D, c'est une horloge qui lit l'heure et en plus, c'est un élément de décoration de la maison. La différence qu'il y a entre l'horloge murale traditionnelle et l'horloge murale 3D, c'est que l'horloge murale traditionnelle est déjà fabriquée, est déjà constituée. Tous les éléments sont déjà rassemblés. Mais l'horloge murale 3D, ces éléments sont en pièces. Et c'est à nous de les constituer comme nous voulons, de les disposer comme nous voulons. Et avec les horloges murales 3D,
Ça nous donne des illusions en fait. Nous pouvons avoir l'illusion d'avoir des miroirs cassés, des papillons qui s'envolent. C'est ce qui fait la particularité de l'horloge murale 3D. L'avantage, c'est que, en plus d'être une horloge, c'est un objet de décoration. Et en plus de cela, vous avez la capacité de changer le design. Vous avez la capacité de refaire un autre décor avec la même horloge. Les différentes catégories, il y en a deux en ce moment. Le vinyle et en acrylique. Le vinyle, c'est comme un papier qu'on colle directement. Mais en acrylique, c'est l'effet miroir. C'est une matière qui est comme le miroir. L'installation diffère selon la matière. Le vinyle, il est autocollant. C'est une feuille autocollante qui se place directement. Mais avant ça, il y a l'installation du mécanisme de l'horloge. Le mécanisme derrière, l'aiguille, tout est monté et on le place. L'acrylique, on a besoin d'un stick double face qui permet de coller. L'avantage aussi qu'on a avec eux, on ne pèse pas le mur. On utilise des sticks qu'on place, qu'on colle directement, qui ne sont pas salissants. On peut les enlever facilement, on peut les placer facilement. Pour le nettoyage, c'est simple. Un chiffon, mouillé ou pas, on essuie ça facilement. Les différentes pièces dans lesquelles on peut installer une horloge murale, il y a la salle de séjour, la salle à manger, la chambre, dans les bureaux, même dans les magasins. Partout où nous avons besoin d'avoir une horloge, nous pouvons l'installer. L'horloge murale est venue nous faciliter un peu la tâche au niveau de la décoration. C'est qu'en plus de pouvoir lire l'heure, ça nous apporte une décoration vraiment classe. Vous pouvez taper la même horloge, mais avoir des designs différents parce que ça dépend de ce que vous voulez faire de votre horloge. Ça dépend de l'installation, de comment vous allez disposer. Donc j'invite tout le monde à avoir cette horloge parce qu'elle change carrément les décors, elle change carrément de l'ancienne horloge traditionnelle où tout le monde peut avoir le même modèle. Mais là, on est parti vraiment à autre chose, à une décoration vraiment belle. Une autre étape dans ce numéro de Habitat à la Une, et si on parlait du fibrociment? C'est un matériau de construction économique et écologique qui nous offre une panoplie de produits dans les ondulés. Allons-y avoir plus de détails dans les bons plans. Qu'est-ce que la plaque ondulée? C'est un matériau de couverture, de revêtement toiture, fabriqué en Côte d'Ivoire à l'échelle industrielle, avec des matières premières locales destinées à assurer un meilleur confort en termes de toiture. Elle est déclinée en plusieurs épaisseurs pour votre confort. C'est l'épaisseur 4 mm 5, la 5 mm, la 5 mm 5, la 6, pour optimiser votre confort. Pour les questions d'esthétique, elle est proposée en plusieurs couleurs, partant de la teinte naturelle jusqu'aux couleurs de votre choix. Quelles sont les différentes formes d'usage? La plaque ondulée, comme je le dis, est utilisée dans le revêtement des maisons et plus particulièrement de tout ouvrage destiné à protéger, à abriter. Elle est conseillée dans les zones chaudes en raison de sa fonction isotherme et particulièrement conseillée dans les espaces balnéaires, en bordure de mer, où les agressions atmosphériques sont souvent extrêmement rudes. Et quels sont ses avantages? C'est un produit qui isole contre la chaleur et le bruit, protège même la dalle, va jusqu'à assurer l'étanchéité de la dalle.